Bonsoir à tous, nous vous retrouvons un peu plus tôt qu'habituellement car nous vous proposons tout de suite une édition spéciale sur Public Sénat consacrée à la guerre contre le terrorisme menée donc depuis ce week-end par la France au Mali. Quatrième jour aujourd'hui de l'opération Serval marquée par la prise d'une ville de l'Ouest par les djihadistes. Tout indique que le combat contre les islamistes donc ne sera pas une promenade de santé. La France commence à recevoir un appui logistique des États-Unis, de la Grande-Bretagne, mais l'objectif est un véritable partenariat international pour ne pas être seul au front. De nombreux invités vont se succéder sur ce plateau jusqu'à 19h30, notamment des sénateurs de la Commission de la Défense et des Affaires étrangères qui témoigneront de l'unité nationale autour du chef de l'État, alors que Jean-Marc Ayrault souhaite, il vient de le dire, il souhaite rapidement un débat sans vote au Parlement. Nous reviendrons également en fin de cette édition spéciale tout à l'heure sur les suites de la manifestation contre le mariage gay hier. Son succès ne fera pas fléchir François Hollande. D'abord, la macabre mise en scène des insurgés somaliens, preneurs d'otages. Après l'échec de l'opération Commando menée samedi par la DGSE pour libérer l'espion français appelé Denis Alex, ils ont publié plusieurs photos sur Twitter d'un militaire abattu et le Premier ministre a dénoncé il y a quelques minutes une mise en scène particulièrement odieuse. Les bombardements français, donc, ils se sont poursuivis aujourd'hui sur le Mali, mais très au nord, entre les bastions islamistes visés et puis la capitale, Bamako. Eh bien, la ville de Diabali, à l'ouest du pays, a été prise lors d'une contre-offensive menée par les rebelles. Le point sur le plan militaire, notamment ce soir, avec Jérôme Rabier. Sur le terrain, les bombardements français se poursuivent. Après avoir visé les fiefs islamistes de Kona et Gao, les avions français ont pilonné les villes de Douenza et Léré, proches de la ligne de démarcation entre le nord et le sud du pays. Si plus d'une soixantaine d'islamistes auraient été tués dans ces attaques, les groupes armés ne rendent pas les armes pour autant. La petite localité de Diabalé, pourtant située au sud de la ligne de démarcation, a été prise par les rebelles. Une preuve qu'une fois l'effet de surprise passé, le combat risque de se prolonger. Je pense qu'il faut s'attendre à quelque chose qui va durer pas mal de temps. En plein désert, c'est assez facile de repérer ces convois de pick-up, mais ça va être beaucoup plus compliqué si on veut attaquer les villes. Les rebelles Touaregs indépendantistes du MNLA, qui avaient pris il y a quelques mois les villes du nord du pays, avant d'en être délogés par les groupes islamistes, ont proposé leur aide à la France pour soutenir au sol les offensives aériennes. À Paris, où François Hollande pilote en personne l'intervention, le chef de l'État a réuni ce matin les ministres concernés à l'Elysée. Le ministre de la Défense se chargeant de faire le point sur la situation. À l'est du Mali, l'initiative des groupes terroristes a été bloquée. Il reste un point difficile, à l'ouest, où nous avons affaire à des groupes extrêmement armés et où des opérations se poursuivent en ce moment même. Le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius a lui reçu son homologue malien au Quai d'Orsay et l'Elysée multiplie les contacts avec les pays d'Afrique de l'Ouest pour hâter leur participation au conflit. Car pour l'instant, la France est toujours seule à combattre sur le terrain aux côtés de l'armée malienne. Seule la Grande-Bretagne apporte son aide logistique en termes de transport de troupes et de matériel. Berlin s'est également proposé pour un appui logistique, médical et humanitaire. Et le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir ce soir à New York. La France attend un soutien plus marqué et concret des autres nations. En application de la résolution 2085, nous n'avons pas vocation à agir seuls, a déclaré il y a un instant Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères. Nos premiers invités sur ce plateau, avec nous Gilbert Roger, bonsoir. Vous êtes le secrétaire PS de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, donc intéressé au premier chef. D'ailleurs, des consultations ont lieu et sont en cours avec Matignon. Avec nous également Joël Guerriau, vous êtes membre centriste de cette commission et grand connaisseur du Mali. Hein, vous tirez la sonnette d'alarme d'ailleurs. J'ai été le premier à la tirer effectivement depuis de le longs 26 mois. janvier 2012. Donc, 2012, voilà. Ça fait un an. Un an. Avec nous également Abdoulaye Diarra, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-recteur de l'université de Bamako et très impliqué dans la vie politique de votre pays. J'ai envie de vous demander ce soir, pour votre pays, quel est votre espoir immédiat? Je vous remercie beaucoup. Je voudrais d'abord au préalable remercier le Sénat français de m'avoir permis de parler de mon pays ici en France et de remercier très sincèrement le peuple de France, la France, le président de la République française, d'avoir pris une décision difficile mais salutaire en un moment crucial de l'évolution de mon pays. Est-ce que, comme le sénateur Guerriau, vous attendiez, vous aussi, de longue date, cette contre-offensive face aux djihadistes qui occupent la partie nord de votre pays?
Oui, quand je vois la trajectoire de la France en matière de politique internationale depuis le début de cette histoire, j'étais certain que tôt ou tard, la France allait aider mon pays à lutter contre ses envahisseurs. À mots couverts, vous savez ce que l'on dit en France, parmi les plus hautes autorités, on dit que le Mali c'est un État failli aujourd'hui. Oui, justement, je voudrais vous préciser que je suis un universitaire, un chercheur, donc je parle ici peut-être à mon nom, je n'ai pas de mandat officiel, mais je voudrais relever tout de même quelque chose. Depuis que je suis là, j'ai entendu que c'est l'illusion démocratique au Mali, le Mali était en faillite, c'est vrai. Mais il faut reconnaître que de 60 jusqu'en 91, tous les pays africains, sud-africains, au sud du Sahara, étaient gérés par des partis uniques. Donc il n'y avait pas de démocratie, il n'y avait pas de vote. Parce que le vote suppose au moins un choix. C'est à partir de 91, effectivement, que nous avons choisi le multipartisme intégral à partir du coup d'État du 26 mars 91. Et de 91 jusqu'en 2012, le Mali a connu des élections pluralistes régulières, présidentielles, législatives, communales. Donc, et vous qui connaissez bien votre pays, vous pensez que cette guerre peut durer combien de temps face à cet ennemi islamiste? Bon, il est excessivement difficile de déterminer combien cette guerre va durer parce que les raisons de cette guerre sont des raisons profondes. Vous savez, mon pays paye un peu la crise libyenne, puisque les combattants qui sont super armés, avec des armes sophistiquées, extrêmement modernes, viennent de la Libye. Ils viennent de la Libye, donc... notamment les mercenaires. Les mercenaires, les trafiquants de drogue, les djihadistes. Et puis je voudrais préciser qu'il est très difficile aujourd'hui de déterminer exactement la dénomination de ces groupes. Bien sûr. Parce qu'ils passent d'un groupe à un autre. Gilbert Roger, est-ce que c'est votre première interrogation, peut-être votre première crainte ce soir, le risque que cela dure et même le risque de l'enlisement de ce conflit? J'espère, et comme tous les membres de la Commission, qu'il n'y ait pas d'enlisement. Mais on ne peut pas déterminer à l'avance une date finale d'une opération. Je crois que la France a pris décision d'intervenir, et c'est vrai que notre collègue souvent nous interpellait dans les débats sur le Mali, sur la situation en Mali avec les Touaregs, mais on a bien vu que le formidable accélérateur des problématiques s'est posé avec effectivement la sortie de crise en Libye, et que peut-être on n'avait pas su, d'ailleurs moi j'étais intervenu dans la commission pour poser des questions au ministre à l'époque, on n'avait peut-être pas su anticiper le débat libyen et ses conséquences sur les zones extérieures qui ont été des zones de repli pour tous ces mercenaires. Joël Guerriau, est-ce que c'était effectivement à la France de donner le signal de la contre-offensive? La France est cohérente avec elle-même, puisque depuis près d'un an maintenant, elle pousse dans les débats du Conseil de sécurité, dans sa participation parfois même au sein de la CEDEAO, à ce qu'il y ait une prise en considération des problématiques du Mali avec une organisation internationale qui vienne en aide au Mali. C'est ça, la France demande une intervention internationale. Pour l'instant, elle est seule. Voilà, la difficulté... Est-ce qu'elle est en contradiction, d'abord, avec les résolutions de l'ONU? C'est ce que dit, par exemple, Jean-Luc Mélenchon, qui dit la France est en contradiction avec la résolution, elle ne devait pas y aller seule. Ça devait être l'objet d'une force régionale africaine. Oui, parce que la résolution de l'ONU parle de la MISMA, c'est-à-dire en fait d'une force internationale qui doit intervenir dans cette situation, ce qui n'est pas le cas, puisque manifestement la France s'est retrouvée seule dans le cadre de cette intervention. C'est ce qui d'ailleurs pose question et peut nous interroger quant au fait, par exemple, que depuis des mois nous indiquons qu'il n'y aura pas de troupes au sol. Or, on constate maintenant que nous avons des troupes françaises au sol. C'est un vrai sujet et c'est un isolement qui peut être difficile à traiter. Et quand on regarde les autres nations, la position des autres nations, on constate qu'il y a beaucoup de réticences. Les Allemands nous apportent un soutien, mais se refusent à y mettre des combattants. Ils nous disent on vous apportera un soutien médical, humanitaire, sanitaire, mais ils ne mettent pas de combattants au sol. Quand on regarde du côté des Anglais, ils nous disent on vous met un C-17 pour pouvoir emporter votre matériel de guerre sur le Mali. C'est-à-dire des avions de transport. Mais ils ne veulent pas s'engager au niveau des combattants. Absolument. Absolument. Mais il fallait quand même que la France enclenche ce processus. Est-ce qu'il y a également, sur le plan politique, Christian Cambon pour l'UMP nous a rejoint, est-ce qu'il y a également sur cette question-là un consensus? De notre point de vue, oui. Nos soldats sont déjà engagés, donc rien que pour cette raison, nous sommes tous derrière eux, bien évidemment. Je pense que cette intervention intervient
peut-être un tout petit peu trop tard, ça fait longtemps que les choses se dégradent. Et il faudra aussi s'interroger sur les conditions et les circonstances face auxquelles nous nous retrouvons, car le Mali, la situation du Mali s'est dégradée depuis des années, tout gouvernement confondu. On a laissé perdurer un certain nombre de situations. Nous-mêmes, nous avions effectué au nom de la Commission des Affaires étrangères une mission au Mali. Les plus hauts dirigeants nous avaient dit qu'ils avaient laissé le Nord à son destin. Et je pense que nous allons payer aujourd'hui une situation que nous connaissions et pour laquelle nous aurions dû, les uns et les autres, avoir la vigilance pour intervenir. Est-ce que vous dites ce soir qu'il est urgent que la France sorte de sa solitude en Europe et sur le plan international ? Oui, parce que c'est un conflit dans lequel il ne va pas falloir que la France s'enlise. Il y a toujours des risques. C'est assez facile de faire entrer les Rafales et les Mirages. Mais après, il faut trouver la solution politique. Il n'y a pas de solution au Mali, de solution militaire. Il y a des solutions humanitaires, il y a des solutions politiques. Dans un deuxième temps. Dans un deuxième temps. Mais il faut déjà le préparer, à mon sens. Est-ce que vous êtes surpris par la résistance des rebelles qui ont donc aujourd'hui pris une ville dans l'ouest du pays? On attendait l'offensive continue des forces françaises. D'ailleurs, elle s'est poursuivie, mais très au nord de Bamako, à plus de 1000 km, alors que là, il y a une ville à 400 km de la capitale qui a été prise, la ville de Diabali. Monsieur Diarra. Oui. Effectivement, la ville de Diabali, je voudrais souligner que cette ville était dans la stratégie des envahisseurs, des djihadistes depuis longtemps, parce qu'ils voulaient, par surprise, passer par Diabali, prendre Sébaré, prendre Mopti et descendre sur Bamako. Et c'est pour cette raison que toute la difficulté que nous rencontrons aujourd'hui, c'est le fait que la décision par anticipation courageuse de la France a permis de stopper. Si cette décision n'avait pas été prise il y a quelques jours, on serait aujourd'hui en train de discuter comment libérer Bamako. Et la situation elle serait beaucoup plus difficile. Bien, il faut pas oublier que les événements du Mali remontent à janvier 2012, où nous avons eu les premières incursions des rebelles armés dans les arsenaux de Kadhafi qui sont rentrés sur la Libye. C'est pour ça que moi, à ce moment-là, je suis intervenu en demandant au niveau du Sénat qu'on prenne en considération, et du gouvernement bien évidemment, cette question, eu égard au fait qu'au fur et à mesure qu'on les a laissés se développer, c'est-à-dire prendre le nord du Mali, ils ont pris des villes sur lesquelles ils sont maintenant extrêmement bien, je dirais, structurés. Et ce sont les grandes villes du Nord, c'est Gao, c'est Tombouctou, c'est Kidal, et qui sont là des éléments où ils ont pu aussi se munir de l'armement malien qui se trouvait dans ces secteurs-là, ou parfois même, d'ailleurs, des officiers maliens les ont rejoints dans leur combat dans le nord du Mali. Si bien qu'évidemment il ne faut pas être surpris, l'armement ils en ont, les moyens ils les ont développés, l'entraînement, ça fait 1 an qu'ils s'entraînent, donc on ne peut pas sous-estimer l'adversaire et considérer que cette opération peut être traitée comme l'aurait pu l'être traitée il y a 1 an. Aujourd'hui, il s'est passé du temps, ils se sont renforcés, ils se sont organisés à tel point qu'ils se sentaient assez sûrs pour aller plus loin et atteindre le Sud. Tout à l'heure à 20h30, le Premier ministre va s'entretenir avec les présidents du Sénat, de l'Assemblée nationale, avec les présidents des différents groupes politiques, avec également les présidents des groupes auxquels vous appartenez, donc messieurs, le groupe de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense. Monsieur Cambon, quelles sont les questions, quelles sont les interrogations sur lesquelles vous aimeriez interpeller le Premier ministre ? Ce que nous attendons, bien sûr, c'est exercer le contrôle parlementaire, qui est constitutionnel en la matière lorsqu'il s'agit d'engager des troupes. Donc ce qui nous importe de savoir, c'est contre qui se bat-on ? Contre qui précisément se bat-on? Car avec quel objectif final? Avec quel objectif final? Avec quels alliés? Car le fait de compter sur la CEDEAO, on sait très bien que c'est une force qui va être difficile à mettre en œuvre. Ce sont des pays qui sortent eux-mêmes de très graves difficultés. Par ailleurs, il y a le rôle de l'Algérie, néanmoins, qu'il convient de poser, car ça se passe à sa frontière. Voilà, la tonalité de la presse aujourd'hui peut quand même inquiéter, car les titres sont très très hostiles au comportement de la France. Et on sait très bien que l'Algérie n'a jamais voulu revoir la France dans cette bande sahélienne pour y exercer des responsabilités, ne serait-ce que des responsabilités de pacification. Oui, mais Gilbert Roger, Monsieur Diarra, l'objectif ne peut pas être simplement de refouler les islamistes au nord, là d'où ils viennent. Sinon, ils reviendraient. Bien sûr. Mais en même temps, il faut éviter qu'ils reviennent. Et en même temps, c'est vrai que ne rien faire, on le disait tout à l'heure, ça commençait à devenir très gravissime pour l'ensemble de la région. Et nos amis du gouvernement algérien doivent aussi comprendre que ne rien faire aurait été une difficulté pour eux-mêmes. Monsieur Diarra, donc la même question, on ne peut pas évidemment renvoyer les djihadistes sur leur bastion du Nord. Vous voulez
qu'il soit éradiqué, qu'il disparaisse de votre pays? Totalement. Moi, je voudrais qu'il soit éradiqué totalement et que le Mali recouvre son intégrité territoriale afin de poursuivre la démocratie laïque et républicaine. Mais je voudrais ajouter qu'il y a une histoire de la rébellion au Mali. Il y a eu la rébellion en 60, il y a eu la rébellion dans les années 70, il y a eu la rébellion dans les années 90. Et à chaque fois, mon pays signe des accords avec les rebelles, il ne les respecte pas. C'est pour cette raison que la solution politique que mon pays a préconisée maintenant avec quelques partenaires étrangers, cette solution politique est en cours. Mais vous voyez maintenant qu'ils ont complètement abandonné cette politique. Vous, Maliens, est-ce que vous croyez à l'existence possible d'une force africaine vraiment efficace sur le terrain? Personnellement, j'y crois. Vous y croyez? Oui. Avec quel pays? Avec les pays limitrophes, les pays qui ont déjà donné leur accord pour envoyer des troupes à Bamako. Vous avez commencé votre intervention ce soir en rendant hommage à la France, Monsieur Diarra. C'est vrai que les drapeaux bleu, blanc, rouge étaient sortis ce week-end à Bamako, on les a vus, hein, ils ont été agités dans la capitale. Le soulagement était perceptible, également parmi la grande communauté malienne qui est installée en France. Paris, oui. Je vous propose de suivre ce reportage de Sandra Cerquera qui s'est rendue dans le 12e arrondissement de Paris aujourd'hui. Il est 16h, la prière se termine. Les résidents de ce foyer du 12e arrondissement de Paris regagnent leur chambre. 90% d'entre eux sont maliens. Ils suivent l'actualité de leur pays de près, inquiets par le sort de leur famille sur place. Sambou dit avoir plus de mal à joindre les siens depuis le lancement des opérations à cause des problèmes de réseau. J'ai beaucoup de familles là-bas. Il y a toutes mes familles, ma mère, mon père, mon petit frère. Et mes femmes, il y a tout au Mali. Bon, comme la guerre qui est là-bas, là, je n'arrivais même pas à dormir. Tant que la guerre n'est pas finie, je ne serai pas content. Une collecte d'argent a été mise en place pour aider les familles et donner un coup de main à ceux qui, faute de nouvelles de leurs proches, ont décidé de repartir au Mali. Tous n'espèrent qu'une chose aujourd'hui, que la situation se rétablisse et vite. Ils remercient la France d'avoir empêché les islamistes d'avancer. C'est des bandits armés qui sont là-bas, c'est des trafiquants de drogue qui sont là-bas. Ils ont détruit les patrimoines de l'UNESCO qui sont là-bas. Donc en fait, c'est des bandits, ce ne sont pas des musulmans. Donc je remercie la France pour ce qu'ils ont fait pour le Mali. Bon, il faut qu'ils continuent là-bas. Continuer pour que le Mali devienne un pays uni et démocratique, c'est leur souhait. Le 19 janvier prochain, ils seront dans la rue pour soutenir l'intervention militaire de la France, la marche de la liberté, comme ils l'ont déjà surnommée. Comment est-ce que vous jugez, messieurs, la décision du chef de l'État? On a parlé de son courage. Et il faut rappeler qu'il y a 7 otages français qui sont toujours entre les mains des rebelles. Monsieur Cambon, on est face à une raison d'État dans ces cas-là? Oui, enfin, le président de la République est dans l'exercice de ses fonctions. C'est pas un président de la République amoindri que nous avons, qui a été élu. Votre parti l'a beaucoup critiqué, justement, oui, quand même. Oui, mais c'est à lui. Enfin, il ne fait qu'exercer ses compétences. Il le fait avec courage et nous lui rendons hommage. Mais notamment avec la présence d'otages français. Oui, tout à fait. C'est très courageux car nous ne savons pas la suite de ce qui va se passer. Mais il est dans l'exercice de ses fonctions et c'est du reste à ce titre que l'ensemble des formations politiques de ce pays le soutiennent. Et le soutiendra. Oui, nous le soutiendrons. Il faut simplement qu'on puisse être informé, qu'on puisse répondre aux questions et qu'on puisse à un moment ou à un autre s'interroger sur le fait de savoir comment on en est arrivé là et comment on en sortira. Car encore une fois, s'il n'y a pas de solution politique, ce n'est pas la présence des militaires français à la manière de l'Afghanistan qui réglera le problème. Très bien. C'est ce que dit par exemple Dominique de Villepin qui dit on ne sort jamais de cette situation par une guerre. Il n'a pas tout à fait tort. En tous les cas, l'expérience récente a montré que la présence militaire française n'apportait pas de solution politique. Elle peut aider à sa mise en place, mais il va falloir que la France y travaille, car nous avons une responsabilité particulière dans cette région. Nos alliés le savent. Comme l'a dit mon collègue Guerriot, je pense que l'attitude des pays européens est aussi très importante. Bon, c'est très sympathique de nous envoyer des avions de transport, mais nous aimerions que là aussi il y ait une politique européenne et qu'il y ait dans le futur une politique de coopération européenne, car la pauvreté fait le lit de ces drames. Oui, pour l'instant, c'est un soutien logistique de plusieurs pays européens, on les a cités tout à l'heure, ou également l'envoi de 400 formateurs militaires. Mais pas de forces combattantes. Voilà, ça c'était la décision précédente, mais maintenant les formateurs vont arriver un petit peu Gilbert tard. Roger, qu'est-ce que vous dites aux parents des otages qui sont toujours entre les mains? Qu'est-ce que vous leur dites? Bien évidemment, nous pensons à eux et aux otages. Bien évidemment, on peut comprendre que ces familles soient extrêmement angoissées,
mais il faut prendre en compte l'intérêt de notre pays, l'intérêt du Mali et de la zone. Et on ne peut pas être sous la coupe de ces terroristes qui mettraient à mal toute idée d'une relance démocratique et d'une paix normale qui devrait y avoir au Mali et dans le secteur. Donc je crois qu'il était à un moment donné important que l'intervention puisse se faire. Et c'est vrai que dans la commission à laquelle nous appartenons, souvent on se posait la question, mais bon, il y avait l'Afghanistan, il y avait la Libye, la Syrie arrivait, donc quel pouvait être le contour d'intervention, c'était une question sur laquelle on n'avait pas répondu jusqu'à présent. Donc il est. Sauf Joël Guerriau, donc qui était un militant inlassable de cette cause depuis le début. Est-ce que vous vous êtes senti isolé au début? J'ai eu le sentiment un peu d'un climat d'indifférence, je dois le dire, en mois de janvier, quand j'ai fait ma première intervention. Je ne dis pas au sein du Sénat, bien évidemment, où j'ai que des amis, mais sur le plan national, parce que nous avions d'autres sujets. C'était la question de la Syrie, c'était des questions qui touchaient la présidentielle française. Bref, j'avais le sentiment, finalement, qu'on ne prenait pas à son juste niveau la problématique des premières incursions sur le nord du Mali, des Touaregs qui prenaient les premières villes et qui étaient à ce moment-là, à mon sens, en situation de pouvoir être mis en situation d'échec. Est-ce que vous pouvez m'expliquer les uns et les autres pourquoi la France met en avant le danger terroriste de ces groupes islamistes, alors que manifestement ce n'est pas le même discours que l'on tient chez nos voisins européens? Alors pourquoi? Est-ce qu'il y a un lien bien sûr plus fort entre le Mali et la France qui justifie cela? Il y a des risques de déstabilisation de toute la région. Il y en a déjà sur l'Algérie. L'Algérie a mis un certain nombre d'années à repousser tous ces groupes qui déstabilisaient son régime et les a placés dans cette situation où ils se sont agités. Bon, et il y a un risque à l'endroit du Maroc. N'oublions pas que le Sahara n'est pas si loin. Les Marocains nous rendent un immense service en entretenant 160 000 hommes pour la sécurité de l'Europe dans cette région. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller au Sahara à la tête d'une mission de sénateurs français. J'ai vu effectivement que les Marocains prennent très au sérieux ce dispositif. Et la Tunisie est dans la même situation, car si ces islamistes reviennent vers la Libye, vers la Tunisie, qu'en adviendra-t-il de ces pays qui sont déjà dans une situation très difficile? Est-ce que ces islamistes que nous combattons aujourd'hui ont profité de notre soutien passé aux révolutions arabes, notamment en Libye? Est-ce qu'ils tirent aujourd'hui les marrons du feu? Il est sûr qu'on n'avait peut-être pas... À nos dépens. Nous avions peut-être pas tout à fait prévu la suite de la Libye. Bien sûr. Bien sûr, parce que instabilité sur un espace, comme ça vient d'être dit, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, et en même temps, on ne peut pas faire non plus la politique à la place de ces peuples et de ces gouvernements qui se mettent en place. Mais eux, ils ont vécu, tous ces terroristes-là, de l'absence, justement, et du vide qui s'est créé, à la fois dans ces pays comme la Libye, et puis d'un point de vue international où on regardait les choses d'un petit peu loin. Alors on va revenir sur les... Oui, monsieur Guerriau, vous vouliez ajouter quelque chose? Je voulais simplement dire que là vous soulevez un élément qui montre que ce sujet ne sera pas résolu rapidement et qu'on mettra du temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'ensemble de la région est sous une situation qui est une situation d'instabilité. Il faudra aller jusqu'au bout, puisque le risque que les uns et les autres soulèvent, c'est de revoir ces troupes rebelles revenir vers le sud de l'Algérie ou bien traverser les frontières libyennes alors qu'il y a plus de 4000 km de frontières en Libye à surveiller, à protéger. Donc c'est pourquoi on est là sur un sujet qui va durer et dont la résolution prendra le temps nécessaire. Et il va falloir absolument une force internationale qui s'installe. Ce que va demander la France ce soir même lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc à New York, monsieur Cambon. Je pense aussi qu'il faudra revoir notre politique de coopération. On a placé si souvent le Mali comme un pays exemplaire vers lequel la France faisait beaucoup d'efforts. Je rappelle que en matière de dons pour aider ce pays, la France donne l'équivalent du budget de ma ville de Saint-Maurice, c'est-à-dire 20 millions d'euros par an. C'est pas avec ça que ce pays va se sortir de la difficulté. Et il faut que l'Europe tout entière s'y mette, et peut-être d'autres pays, car le Mali, on le voit bien géographiquement, est en quelque sorte une clé dans toute la région. Et c'est un pays qu'il convient d'aider, et il faudra, comme Gilbert vient de le dire, que le régime lui-même, quel qu'il soit,
puisse aussi se renforcer. Je rappelle qu'il y a quelques mois, un commando commandé par un caporal a renversé les institutions, un capitaine. Oui. Bon, donc il faut aussi que chacun construise l'avenir du Mali. Et on dit que le président en place aujourd'hui est un président par intérim, le président Traoré, c'est ça, hein? Oui, mais légitime. Il est légitime puisque Légitime. la constitution malienne prévoyait qu'en cas de vacance du poste de président, c'était le président de l'Assemblée nationale qui devenait, de fait, président par intérim. Ce qui est le cas, donc on a respecté au Mali la constitution malienne et donc il a une légitimité du pouvoir démocratique au Mali. Mais je crois que c'est important dans de le votre souligner. pays, Monsieur Diarra, l'armée est en mesure de recevoir des ordres des autorités politiques? Oui, je vous disais tout à l'heure que bon, nous avons, faut dire les choses telles qu'elles se présentent. Nous avons une crise qui a éclaté à partir de mars 2012 suite à un coup d'État et suite à l'incursion des éléments venus de la Libye chez nous et qui a interrompu le processus normal des élections et qui fait que effectivement nous avons traversé une crise oui. politique qui a mis un peu en jeu le fonctionnement normal des institutions démocratiques. Oui. Ça, c'est vrai. Mais je voudrais préciser ceci, si vous le permettez. Le Mali est un pays qui a 7 frontières. Nous sommes un pays continental. Et nous sommes un pays clé dans la zone. Et si jamais ces islamistes s'installent au Mali, tous les pays limitrophes du Mali, c'est une gangrène. Ils ont pour l'ambition, c'est leur terme, l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est pour cette raison que cette décision qui est anticipée par la France est une décision prise dans des conditions extrêmement difficiles que je comprends, compte tenu de la situation particulière dans laquelle la France se trouve à travers le monde. Mais sans cette décision-là, je pense que c'est toute la zone qui sera embrassée. D'accord. On va revoir un peu plus loin dans le cadre de cette émission spéciale quelles sont les différentes forces djihadistes justement qui se complètent. Il y a 3 grands mouvements, Monsieur Diarra, mais ma dernière question est celle-ci. Est-ce qu'il y a parmi la population de votre pays une sensibilité qui peut pousser certains Maliens vers cette vision salafiste de l'islam? Et en d'autres termes, est-ce que les djihadistes peuvent recevoir des soutiens localement? Vous savez, malgré les exactions épouvantables qu'ils ont commises. Oui. La réponse est oui. Moi, je pense que oui, parce que nous sommes dans une... Oui, nous sommes dans un pays, il faut quand même reconnaître, très pauvre, où la population, pour survivre, peut faire des alliances avec le diable. Bon, moi je pense que tout ça c'est dû au fait que il y a quand même un déséquilibre économique. Mais il faudrait préciser aussi que par rapport à ça, le gouvernement malien a injecté plus de 1000 milliards de francs CFA pour le développement du Nord. C'est vrai, le développement, la disparité entre les régions est un facteur de rébellion, mais il faut reconnaître aussi que des efforts ont été faits, mais que ces rebelles ont autre chose à faire que de l'argent. C'est le trafic de drogue. Bien sûr, bien sûr. Ce sont aussi des gangsters. Vous voulez dire un mot sur la sympathie que peuvent inspirer ces islamistes parmi la population dans le Nord, Monsieur Guerriot? Non, c'est pas de la sympathie. De l'adhésion, c'est en fait de l'exploitation d'une situation de pauvreté extrême. Mais... Vous avez des crises alimentaires sur le nord du Mali. Vous avez des situations de sécheresse qui font que l'agriculture peut être en panne. Et donc, on est vraiment face à une situation économique qui font que les jeunes, jusqu'à l'alliance avec le diable. Oui, parce que les jeunes ont une solution, c'est le trafic de drogue, ça a été dit, c'est-à-dire que là, ils trouvent matière à exister et à vivre. Et puis deuxièmement, c'est l'immigration. Et cette situation rend cette région comme étant une poudrière à laquelle nous devons apporter l'aide nécessaire et contribuer à un développement adéquat en situation de donner aux jeunes une solution. Sur la zone. Ils sont enfermés eux-mêmes, ces populations, dans une zone dans laquelle aujourd'hui, plus personne ne vient les aider, quoi. Merci, messieurs. On va poursuivre cette tentative d'explication de la situation au Mali et l'implication des forces françaises avec d'autres invités qui nous rejoignent. D'abord, on va revenir sur le plan Vigipirate, qui a été renforcé, vous le savez, ce week-end en raison des risques accrus de terrorisme. Les islamistes disent d'ailleurs aujourd'hui vouloir frapper la France en son cœur. Faustine Saint-Geniès. De rouge, le plan Vigipirate est passé au rouge renforcé ce week-end. En cause, l'intervention au Mali et les menaces récentes contre la France.
Dans cette vidéo, Abou Mouzad Abdoul Wadoud, chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, attaque directement la France et ses ressortissants. Une menace déjà relayée sur les réseaux sociaux. On voit circuler ces jours-ci sur des forums djihadistes des listes, des adresses d'ambassades françaises, d'hôtels fréquentés par des militaires français, etc. Mais il y a surtout l'appel à, en quelque sorte, de nouveau Mohamed Merah, c'est-à-dire des appels à ce que, concrètement, des jeunes djihadistes présents en France frappent le territoire national. Le renforcement du plan Vigipirate implique plus de sécurité dans les bâtiments publics, lors de rassemblements et dans les transports. Le niveau actuel est régulièrement enclenché lors de périodes sensibles comme les fêtes de fin d'année. Le stade écarlate, niveau maximal du plan Vigipirate, a lui été atteint pour la première fois en mars dernier en région Midi-Pyrénées, après la tuerie de Mohamed Merah. Voilà, 4 nouveaux invités donc nous ont rejoints. Jean-Louis Carrère, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président socialiste de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. À ce titre, eh bien, vous le serez dans quelques instants dans le bureau du Premier ministre à 20h30. Peut-être pas dans son bureau, mais pas loin. Pas loin en tous les cas, avec lui. Il va vous informer avec le président du Sénat, Jean-Pierre Bel, qui sera d'ailleurs l'invité du journal de 22h ce soir sur Public Sénat avec Sonia Mabrouk, avec le président de l'Assemblée nationale et avec les présidents des différents groupes parlementaires du Parlement. À vos côtés, eh bien, votre collègue et PS également, Richard Young, bonsoir. Bonsoir. Vous connaissez bien le Mali, vous représentez par ailleurs donc, les Français établis hors de France. Avec nous également André Bourgeot, universitaire et grand connaisseur du Mali. On a déjà eu le plaisir de vous entendre et, lorsque vous aviez lancé des alertes évidemment sur ce qui s'est passé malheureusement à Tombouctou. Et puis à vos côtés, Anne Levade, spécialiste du droit constitutionnel. Tout de suite, un mot, Anne, sur les obligations du pouvoir exécutif. Comme ça, quand les forces armées entrent en guerre, il s'agit d'une guerre contre le terrorisme, précise-t-on bien du côté du gouvernement. Quelles sont les obligations du chef de l'État, du gouvernement, du Premier ministre ? Alors, d'abord, je crois qu'il faut faire attention aux termes qu'on utilise, parce que certes, c'est une guerre. Et elle est annoncée telle qu'elle politiquement. Oui, pour autant, c'est ce qu'on appelle. Voilà, pour autant, c'est ce qu'on appelle une opération extérieure. C'est-à-dire qu'on envoie des forces armées sur un théâtre d'opération extérieure. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en 2008, lors de la révision de la Constitution, on a prévu ce cas de figure parce que, Dieu merci, depuis 1958, nous n'avons jamais déclaré la guerre. Alors, juste peut-être pour rappeler les règles du jeu, le partage des compétences dans ces matières-là, au sein de l'exécutif, est assez complexe. Le chef de l'État est chef des armées, le Premier ministre dispose de la force armée, et bien sûr, il y a un ministre de la Défense, et bien sûr, ça met en cause les affaires étrangères. Leurs obligations à l'égard du Parlement, c'est une obligation d'information qui est prévue par la Constitution depuis 2008, les choses se faisant de manière souple, sachant qu'il s'agit pour l'exécutif de pouvoir engager une telle opération, dans les délais qu'il juge utiles, et donc le plus rapidement possible, et dans les 3 jours de cette intervention, une obligation d'information des parlementaires, sans forme exigée, avec la possibilité pour les parlementaires d'engager, comme ils le souhaitent, un débat, sans vote, c'est-à-dire que le but n'est pas de sanctionner le choix fait. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre d'ailleurs. Il n'est pas tenu, le gouvernement, à informer avant le déploiement des forces, je veux dire. Pour des raisons, je dirais, opérationnelles. Alors, peut-être pour être tout à fait complète tout de suite, au bout de 4 mois, si les opérations durent, ce qui est probable, là, cette fois-ci, il y a un vote d'autorisation qui doit être donné pour la prolongation de l'opération. Pour l'instant, un débat sans vote est annoncé pour le Premier ministre. Monsieur Carré, vous allez réagir. Vous expliquez dans un instant, mais d'abord, on va à Bamako, puisqu'on a établi la liaison avec Pierre Cresson, qui se trouve sur place pour Public Sénat. Bonsoir Pierre, merci d'être avec nous. Après l'euphorie des premières heures provoquée par l'intervention française, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le climat dans la capitale ce soir ? La capitale est plutôt calme. Bamako se trouve à 800 km des opérations. Donc pour le moment ici, les choses sont calmes. Petite chose qui peut être un peu rigolote, les vendeurs de drapeaux français sur tous les carrefours, ils vendent des petits drapeaux français et les gens crient « Vive la France, vive la France ». Est-ce que la capitale vit néanmoins au rythme des renforts militaires, notamment bien sûr des troupes françaises qui arrivent et qui transitent par la capitale? Non, pour le moment, aucune troupe française n'est visible dans la capitale, on ne voit aucun uniforme français. Par contre, les gens sont tous un peu inquiets parce qu'il y a eu un revirement de situation aujourd'hui avec
les islamistes ont surpris tout le monde en lançant une contre-attaque éclair sur un poste militaire dans la commune de Diabali, à 200 km de Ségou. Personne ne les attendait là. Ils ont surpris tout le monde et ils sont attaqués à l'armée malienne et ils ont détruit plusieurs véhicules. Est-ce que le climat général, quand même, bien sûr, après les premiers raids qui ont fait beaucoup de victimes, quand même, des dizaines de victimes parmi les djihadistes, reste à la confiance en la France et en son armée? La confiance, oui, mais il faut comprendre que les islamistes ont une tactique de guérilla extrêmement mobile et, par exemple, ils viennent d'attaquer, donc la dernière attaque qui a eu lieu ce matin a eu lieu par un autre pays que le Mali, mais carrément par la Mauritanie. Ils sont imprévisibles et ils tapent dans des endroits où on ne les attend pas. Très bien, merci beaucoup pour ce témoignage. Pierre, alors, M. Carrère, est-ce qu'ils sont imprévisibles et insaisissables, ces rebelles? J'avais, si vous m'autorisez, un complément pour la bonne compréhension des gens par rapport de niveau d'ordre constitutionnel. Pour donner un exemple, il faut que le public qui nous écoute sache qu'en Allemagne, ça ne se passe pas de la même manière. On ne peut intervenir qu'après l'autorisation du Parlement. C'est tout à fait différent. Et les Allemands que je rencontre en ce moment, à de nombreuses reprises, au niveau de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, pour essayer de donner du corps à une défense européenne, nous disent sans arrêt, toute tendance politique sauf une, confondue, que vraiment ils aimeraient passer à un modèle plutôt français où l'exécutif rend compte et vient demander l'appui du Parlement plutôt que l'autorisation préalable qui ne dans le cas permet d'espèce n'aurait pas permis l'intervention, c'est clair. Peut-être que si. Le Parlement français est mature de ce point de vue-là. Oui, mais alors là, on aurait prévenu. Ça aurait posé d'autres problèmes. Voilà. L'adversaire, il n'y aurait pas de surprise. C'est des problèmes opérationnels. Évidemment, ça posait, ça tuait le côté surprise de cette opération. La réponse à votre question en 2 secondes. Alors oui, sur les... C'est que la France n'a pas engagé de manière significative et n'a pas l'intention d'engager de manière significative des troupes au sol. Et le problème qui est posé, c'est un combat comme celui-là, un conflit, ne se résout, ne s'achève que par des troupes au sol ou par des opérations au sol qui sont suivies d'opérations de troupes au sol. Et pour l'instant, la CEDEAO étant absente, l'armée malienne peu opérationnelle, même si on a trouvé des troupes, il risque d'y avoir, compte tenu de la mobilité extrême des gens d'AQMI ou d'Ansareddine, des problèmes de cette nature. Il est beaucoup plus facile de déplacer des 4x4 sur un terrain que de déplacer des avions de combat ou du matériel lourd. Bien sûr. André Bourgeot, est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur les différentes mouvances qui sont regroupées sous le terme djihadiste aujourd'hui? On parle de 3 mouvements. Ces 3 mouvements existent déjà depuis quelque temps. Le principal est bien sûr AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui est issu de la dislocation du groupement salafiste pour la prédication et le combat que l'armée algérienne a démantelé il y a maintenant 5 ou 6 ans. Une partie le reliquat de ces membres-là s'est réfugié dans le septentrion malien pour créer AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui a été reconnu du vivant de Ben Laden. Voilà, voilà pour le premier groupe. Voilà, c'est le seul qui peut avoir le label Al-Qaïda. Ça, c'est 2007. Les 2 autres, par ordre chronologique, c'est Ansareddine. Ansareddine, ça veut dire les partisans de la foi islamique, bien sûr, qui est dirigé par un ancien rebelle qui s'appelle Iyad Agrali, qui est bien connu des autorités politiques algériennes, qui est un Touareg lui-même, ancien leader du mouvement populaire de l'Azawad en 1990. Et on va en parler tout à l'heure pour peut-être expliquer aussi l'évolution de la position politique de l'Algérie. Et enfin, le MUJAO, Mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest. Donc là, il y a référence immédiatement à un espace politique. Et le MUJAO se caractérise au moins par 3 choses. La première chose, c'est que toutes les cibles ont été des cibles algériennes. La première a été la prise d'otages 2 Espagnols et une Italienne dans la région de Tindouf, qui est sous la tutelle ou sous le contrôle de l'Algérie. Ensuite, 2 attentats kamikazes, l'un à Tamanrasset auprès de la gendarmerie, l'autre à Ouargla. Et surtout, la prise d'otages de diplomates algériens à Gao. Une autre caractéristique du MUJAO, c'est qu'il y a un noyau dur. Sa composition est, on peut dire, essentiellement de subsahariens. Le phénotype intervient aussi dans ce genre de relation. Et le noyau dur du MUJAO, c'est des Arabes brabiches qui sont particulièrement redoutables dans les conditions d'acheminement de la cocaïne. Donc ça veut dire il faut faire la part entre le fanatisme islamique
et puis le trafic de drogue, le gangstérisme, quoi. Je crois que les deux se mélangent. Les deux se mélangent. On peut difficilement dissocier le fanatisme religieux des conditions de contrôle et d'acheminement de la cocaïne. Ça s'imbrique totalement, y compris sur le problème des prises d'otages et des rançons. Tous les hommes politiques. Donc c'est des pratiques, on peut dire que c'est des activités criminelles qui se mélangent d'une manière quasiment systématique avec une dimension théologique et djihadiste. Monsieur Bourgeot, tous les politiques qui se succèdent depuis 18h30 sur ce plateau attendaient cette intervention militaire. Vous aussi, comme chercheur? Attendez, c'est beaucoup dire. C'est-à-dire que face à une progression quand même très forte des groupes armés djihadistes dont l'objectif était de conquérir Sévaré. Pourquoi Sévaré? Parce que Sévaré, c'est un aéroport international et que si effectivement Sévaré tombait entre les mains des groupes armés djihadistes, les trois étaient présents. Après, comment voulez-vous débarquer des troupes militaires? Non, mais je veux dire, vous attendiez que soit mis fin à ces crimes aussi rapidement, contre la culture, contre l'intelligence, les pratiques de la charia, on avait fait une émission avec vous là-dessus, ne sont pas surprenantes. C'est tout ce qu'il y a de plus barbare, de fanatique, que ce soit flagellation, couper les mains, etc. C'est quelque chose que maintenant, c'est quasiment devenu quelque chose de banal, puisqu'il y a encore une quinzaine de jours, Ansar ad-Din a encore appliqué ce genre de pratique. Quand on lit les récits, on ne trouve pas ça banal. Quand même. Oui, non, mais je veux dire, on est fiers chaque fois. J'entends bien, mais de leur point de vue, il y a une chose intéressante, c'est que Ansar ad-Din a sensiblement évolué. La rupture des négociations avec l'Algérie s'est fondée sur le fait que Ansar ad-Din déclare il faut l'autonomie du Nord Niger. Il reprend la terminologie du mouvement national de libération de l'Azawad. Il faut l'instauration de la charia sur le septentrion malien et que le Mali, en tant que nation malienne territoire, devienne une république islamique. Est-ce qu'ils arrivent à séduire une partie de la population, accablée par la misère, nous l'avons dit tout à l'heure? Je dirais Mais malgré leurs exactions, leurs pratiques. Je dirais pas d'une manière significative. Non. Mais en tout cas, il y a une influence. Il y a des intermariages, notamment avec des femmes barabiches, mais pas exclusivement, aussi avec certaines femmes touaregs de la tribu des Idnan. Donc il y a une sorte de ramification. Quant à dire que c'est significatif, que ça a une assise sociale, je ne le dirais pas. Mais ensuite se mettent en place des logiques de pouvoir. Et compte tenu de la situation économique qui prévaut dans cette région-là, bon, c'est effectivement, ça entraîne un certain nombre de jeunes, d'autant que les jeunes sont payés. Ils reçoivent entre 250 000 et 300 000 CFA. Ce sont ceux-là qui vont déserter les premiers. Bien, on va reprendre le débat politique. Je vous propose d'écouter, et vous pourrez réagir, ce que vient de dire Pierre Laurent pour le Parti communiste. Il a présenté ses vœux à la presse il y a un instant. Et bien sûr, il a abordé la question du Mali. Le déclenchement de l'opération s'est fait sans mandat ni débat au Parlement, ce que nous regrettons vivement. Fallait-il laisser faire les groupes djihadistes? La réponse pour nous est claire, c'est non. Mais cela n'enlève rien aux très vives préoccupations qui sont aujourd'hui les nôtres. Permettez-moi aussi de souligner d'ores et déjà la menace vitale, maintenant évidemment accentuée, qui pèse sur les otages puisque les bombardements français visent ceux qui les détiennent. Nul ne peut dire, alors qu'il est, quelle sera la suite des événements. Nous n'en sommes qu'au début. Personne ne peut dire ni quand ni comment la phase nouvelle qui vient de s'ouvrir s'achèvera pour le Mali, pour les pays de la région, ni pour le monde. Voilà, messieurs, deux élus socialistes sur ce plateau, vous avez fort à faire avec vos partenaires communistes au Sénat, qui manquent souvent à l'appel lorsqu'il s'agit de réunir une majorité. Encore un discours critique. On dirige toutes les villes avec eux, on dirige les régions. Rassurez-vous, ça se passe très bien. Les grands textes de loi, M. Carrère, le budget. Mais non, il a été voté à l'Assemblée, vous voyez. À l'Assemblée, mais au Sénat. Mais ne soyez pas inquiets pour nous, on s'en sortira. Ah ben attendez, je vous trouve très zen, M. Carrère. Je ne suis pas zen, je suis confiant. C'est différent. Vous êtes confiant pour l'avenir. Tout à fait. On est loin du Mali, là. On est loin du Mali. Non, mais si vous voulez, ce que dit M. Laurent... C'est ce que vous disiez quand j'écoute Madame la professeure, je me dis quand même, M. Laurent est trop fin analyste de la Constitution française pour savoir ce qu'il demande n'est pas constitutionnel. Donc, s'il rêve d'un accord préalable du Parlement, c'est le système allemand qui est non operandi et qui pose d'énormes problèmes. On n'a qu'à voir l'opinion publique et la classe politique allemande après la Libye et le fait qu'ils n'ont pas pu y intervenir. C'est à ce moment-là qu'ils se sont tournés vers nous en nous demandant de les aider à dépasser ce stade. Et donc, je dis à M. Laurent qu'il faut chercher d'autres arguments.
Anne Levade, un mot encore et on va avancer dans notre débat. J'ajouterais en réaction effectivement à la déclaration de Pierre Laurent que il faut dire que jusqu'en 2008, le Parlement n'avait pas du tout son mot à dire sur ce type d'opération. C'est la révision de 2008 qui a permis que le Parlement dise quelque chose immédiatement dans le cadre d'un débat, encore une fois sans vote, et 4 mois après l'engagement pour une prolongation éventuelle et donc une autorisation. Donc de ce point de vue-là, c'est une manière de renforcer le pouvoir de contrôle et d'évaluation du Parlement à l'égard de l'action de l'exécutif. Et c'est vrai en même temps que ça a été fait avec beaucoup de prudence, parce que l'idée est que des opérations extérieures militaires doivent être des opérations efficaces et que l'efficacité, c'est aussi l'effet de surprise. Et que, évidemment, si on en débat publiquement, ça complique les choses. Richard Yung. Oui, je pense qu'il suffit de regarder la carte pour comprendre qu'il n'y avait pas d'alternative. Il serait, si nous n'étions pas intervenus, les forces djihadistes seraient en train de rouler et probablement d'arriver à Bamako. Je rappelle qu'on a quand même 3000 Français à Bamako. Et que 6 000 dans le pays. 6 000 dans le pays, et que c'est une de nos responsabilités de protéger la communauté française ou franco-malienne. Hein. Ce sont souvent ils ont la plus de double 60%, ce sont des gens qui ont la double nationalité. Plus de la moitié. Mais est-ce qu'on veut appliquer la charia, comme que vous expliquez, à 6 000 Français? Donc, la communauté française est rassurée, autant que je sache, dans les contacts que nous avons eus aujourd'hui, à cause de cette intervention. Le lycée est pour le moment fermé. Il y a eu pour la semaine, hein, pour la semaine, français, oui. Il y a eu une réunion des différents conseils de sécurité îlotiers aujourd'hui. Bon, voilà, je crois que la communauté est rassurée. Sur ce point, M. Bourgeot, vous vouliez intervenir? Oui, je voulais tout simplement dire que la diffusion publique de la décision d'intervention a été précédée quand même d'un balai diplomatique important. Il y a eu des négociations à un haut niveau entre une délégation française et nigériane. Et bien sûr, le problème du Mali a été abordé. Et il y a eu déjà des garanties sur le fait que le Nigeria allait envoyer des militaires. Mais le plus important de mon point de vue, c'est à la faveur de l'entretien qu'il y a eu entre le président Hollande et le président Bouteflika. C'est-à-dire que l'intervention actuelle n'a pas pu se faire sans l'aval implicite de l'Algérie. Même si ce matin, on le découvre, la presse algérienne est très critique pour la France. La presse algérienne est une chose. La déclaration officielle est très claire. Très bien. Il y a 3 points. Ils disent qu'il y avait une avancée des djihadistes. Deuxième point, qu'il fallait absolument contrecarrer cette avancée. Et le troisième point, ils reconnaissent l'initiative, le bien fondé de l'initiative du président malien, le professeur Dionkunda Traoré, qui lui sollicite, après 50 ans d'indépendance, l'intervention de la France. Très bien. Merci, M. Bourgeot, d'avoir été avec nous ce soir encore. Vous le disiez, oui, Richard Yung. Un point. Moi, je suis frappé du mouvement de soutien à l'intervention qui se fait à Bamako, parce que les Maliens sont plutôt des gens critiques et qui disaient des choses vis-à-vis de la France. Mais là, on voit un mouvement de soutien populaire important. Vous l'avez entendu, les drapeaux bleu, blanc, rouge sont en rupture de stock. Merci. Richard Yung. L'important, c'est de réussir. L'important, c'est de réussir. Dans combien de temps on ne peut pas répondre? Combien de temps on ne peut pas encore répondre à cette question? Richard Yung, vous disiez qu'il y a 3000 Français à Bamako, 6000 ressortissants au total dans le Mali, où donc les intérêts français sont importants. C'est ce que nous rappelle François Goulin. En termes d'échanges commerciaux, le Mali est un partenaire mineur de la France comparé à la Côte d'Ivoire voisine. L'Hexagone est le 4e fournisseur du pays qui n'est à l'inverse que 165e au rang des partenaires de la France. Le pays exporte essentiellement du coton et de l'or vers l'Hexagone. Parler d'intérêts français au Mali, c'est aussi et surtout parler des entreprises françaises. 28 filiales sont implantées dans le pays et emploient 2700 personnes, avec les incontournables géants français Bouygues, Total ou BNP Paribas. Par ailleurs, 36 sociétés dirigées par des ressortissants français emploient plus de 1000 personnes. Les ressources minières, les infrastructures et les télécommunications, voilà les secteurs phares de cette économie française au Mali. Reste la question du pétrole. Le nord du Mali, aux mains des islamistes, pourrait renfermer d'immenses réserves d'or noir. Le géant français Total est déjà présent de l'autre côté de la frontière, en Mauritanie, et un retour de la stabilité dans le pays pourrait signifier le début de l'exploration du sous-sol malien. Pour être tout à fait complet, dernière information qui nous est parvenue sur le conflit au Mali, une trentaine de chars français ont traversé la frontière cet après-midi, selon des témoignages d'habitants, des chars en provenance des troupes basées en Côte d'Ivoire, messieurs. Vous voyez qu'un conflit ne s'achève qu'au sol. Bien sûr.
On verra donc quelle en est l'évolution dans les heures qui viennent. Avec nous, Michael Zamès de Public Sénat qui nous a rejoint. Michael, bonsoir. Bonsoir Michel. Alors pour un commentaire politique, il s'impose à cette heure-là, à 19h19. On peut dire que le chef de l'État a donc gagné ce week-end ses galons de chef des armées, ce qui sied toujours bien sûr au costume présidentiel. Et bien sûr, un conflit militaire est toujours une aubaine pour les codes de popularité des chefs d'État en berne. Lui qui n'avait pas encore fait ses preuves dans le domaine de la gravité, voici donc le nouveau François Hollande, comme il y avait eu le nouveau Nicolas Sarkozy au moment de la guerre en Libye. Et l'entourage de François Hollande s'est empressé bien sûr de communiquer sur cet autre Hollande, lui que l'opposition décrit comme un mou, peu courageux. Et bien là on apprend qu'au moment de la décision, il était calme, posé, concentré, mais ferme aussi, comme peuvent l'être le général des armées attrapant à bras-le-corps la carte du Mali, penché sur sa table, pointant la carte de son stylo. Alors là, on en est où sur l'avancée des troupes? Comment ça va? Est-ce que ça avance? Bref, un général en chef qui fait sa guerre, sa première guerre. Pourtant, là, il va surfer un petit peu sur cette nouvelle image. Il va profiter encore peut-être quelques jours de l'union sacrée politique. Personne ne lui rappellera, en tout cas dans un premier temps, ce qu'il avait toujours assuré, que les Français n'agiraient pas en première ligne, qu'il limiterait le soutien militaire à une force africaine. En termes d'opposition, il est peut-être encore trop tôt pour voir les effets de ce nouveau costume pour le chef de l'État, mais attention au deuxième effet, à l'enlisement sur le terrain, au sort des otages bien sûr, et puis attention aux images, le cercueil des soldats et des hommages dans la cour des Invalides. Comme tout chef d'État, il s'y prépare. Merci Michael Zamès, le chef de l'État sur deux fronts, donc on en a évoqué un, également le front du mariage gay, puisque au lendemain de la grande manifestation de dimanche, eh bien, le chef de l'État, a-t-on appris, n'entend absolument pas céder à la rue. C'est la suite de notre édition spéciale avec de nouveaux invités qui nous rejoignent, mais on revient déjà sur l'événement du week-end, donc cette manifestation massive à Paris avec Nathalie Guillouard. La mobilisation, les critiques, rien ne fera plier le gouvernement qui aujourd'hui minimise l'impact de la manifestation. Le gouvernement est totalement déterminé à réaliser cette réforme, ce progrès historique qui n'est pas la victoire d'un camp contre un autre, mais un progrès pour toute la société. Pour la sénatrice Chantal Jouanneau, pourtant favorable à la réforme du mariage pour tous, il y a un manque de pédagogie de la part du gouvernement. Je trouve que sur la forme, ils ne peuvent pas ignorer l'ampleur de cette manifestation. Je veux dire que même pour ceux qui sont convaincus comme moi, elle pose beaucoup de questions sur le manque de pédagogie autour de cette réforme. Donc ils ne peuvent pas rester ignorants et sourds à cette parole de la rue. Entre 350 000 et 800 000 manifestants hier battaient le pavé. Mais au-delà de la bataille des chiffres, le message est clair. Pour eux, le mariage, c'est un homme, une femme, rien d'autre. Catherine Procaccia était dans les rangs de la manifestation. Une première pour cette sénatrice UMP qui aujourd'hui regrette la réaction du gouvernement. Les premières réactions que j'ai entendues en rentrant de la manifestation, qui sont celles de Michel Sapin, étaient inappropriées. Oui, il y avait du monde. C'est tout juste si elle reconnaissait qu'il y avait du monde. Que le gouvernement veuille imposer ses idées, c'est dans la logique des gouvernements. Mais ces idées, il faut que l'on en débatte. Et pour l'instant, le débat, il n'a pas eu lieu. Pour cette sénatrice, la forte mobilisation d'hier justifierait un grand débat national. Elle n'est pas la seule à le penser. 115 parlementaires lancent un appel à un référendum. Nos invités donc nous a rejoint Tuc Dual Derville, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le délégué général de l'Alliance pour les droits de la vie. Donc Alliance vous êtes Vita. Pour les... Alliance Vita. L'Alliance Vita, Ça a c'est changé ça. de nom depuis bien un an déjà. Pour les droits de la vie, donc vous étiez dans la rue dimanche, hein, Tout à à fait. Paris bien sûr. Et Richard Young ainsi que Anne Levade sont toujours avec nous pour débattre, Monsieur Young, puisque la réforme donc aura lieu. Le message est très clair. Il a été passé par l'Élysée hier soir, malgré le succès reconnu de votre manifestation. Eh bien donc, il y aura demain en France le mariage pour tous. Permettez-moi d'abord de dire mon immense joie d'avoir assisté hier à une manifestation d'une ampleur absolument historique. Je crois quand même qu'il faut rappeler que c'est pas tous les jours que dans la rue des centaines de milliers de Français, 1 million de Français se sont réunis, 3 cortèges différents parce que nous ne pouvions pas avoir un seul cortège tellement la foule était annoncée. Et nous avons nous-mêmes été surpris du nombre de manifestants. Et je tiens aussi à dire ma joie d'avoir vu le caractère, je dirais,
paisible, festif mais grave de nos manifestants. Et je crois qu'un mouvement est né. Et que par conséquent, effectivement, le fait que le président de la République n'ait pas daigné jusqu'à maintenant nous recevoir, ne serait-ce que nous parler face à face, alors que ce mouvement ne fait que commencer, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à vivre. On a l'impression que le chef de l'État sonne un petit peu la fin de la partie pour vous, puisque je crains la loi, il a dit que ce n'est pas la rue qui fait la loi. Peut-être, mais il subit le début de la partie. Hein. Il a reçu d'un claquement de doigts le représentant de la LGBT après avoir fait, vous vous souvenez peut-être, un atermoiement autour de l'obstruction de conscience des maires. Et il refuse ne serait-ce que de nous recevoir. Et dans la rue, hier, je ne sais pas si vous en avez conscience, c'est un mouvement d'une grande ampleur. Et c'est un mouvement, je crois qu'il n'a pas compris que nous étions concernés au plus intime. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Eh bien, les Français qui sont mobilisés, qui pour beaucoup n'avaient jamais manifesté, se sentent concernés au plus intime par un repère qu'ils ont reçu en naissant comme chacun d'entre nous, tous nés d'un homme et d'une femme. Et nous savons bien que ce projet de loi aboutit finalement à concevoir des enfants dont on dira qu'ils ne sont pas nés d'un homme et d'une femme, mais de deux hommes ou de deux femmes. Et ce basculement anthropologique, eh bien, nous découvrons aujourd'hui ensemble... Il existe déjà dans la réalité, vous le savez. Pas du tout. Nous sommes tous nés d'un homme et d'une femme. Bien ça n'existe pas. Ça restera le cas. Eh bien, non, ça sera une fiction juridique. On va escamoter, on compte escamoter totalement l'ascendance paternelle d'un enfant par le don de gamètes, l'ascendance maternelle éventuellement par la gestation pour autrui que certains réclament au nom de cette discrimination. Et puis, en tout cas, dans le projet lui-même, au niveau de l'adoption, eh bien, des enfants seraient adoptés par deux hommes ou deux femmes, des enfants déjà privés par un accident de vie de leurs parents, risqueraient effectivement d'être adoptés par deux hommes ou deux femmes. Et ça, on sait... Ça, c'est des situations qui existent déjà, hein, des enfants qui ont deux papas ou deux mamans. Richard Young va vous répondre. Ça n'existe pas. Pas juridiquement. Ça n'existe pas. Pas juridiquement, mais ça existe dans les faits, je veux dire. Ben non. D'abord, nous sommes un pays de droit, donc il est normal que les gens expriment leurs opinions. Et en plus, en France, on a cette tradition de manifester, donc nous reconnaissons tout à fait... sans fléchir, sans fléchir. Sans fléchir, mais bon, c'est tout à fait dans l'ordre des choses. Bien, ceci étant, deux remarques pour répondre à monsieur. Ce débat a été largement au cœur de la campagne présidentielle et il a été tranché. Donc, tranché quand ça a été... Eh bien, par le vote. Le président Hollande a renoncé déjà. Oui, bien sûr, je vous laisse terminer. Nous considérons que ce débat a été en grande partie celui dans la campagne et qu'il a été tranché à ce moment-là. Deuxième chose, nous voyons alors se développer tout un tas de théories comme quoi on allait supprimer le rôle du père, que les enfants vont naître de deux pères différents. Tout ceci existe déjà. Il y a des familles monoparentales, il y a des adoptions dans les couples de même sexe. Non, pas du tout. Ce que vous mettez en avant, ce sont les thèses de la gestation pour autrui, qui ne fait pas partie de cette loi, et de la procréation médicalement associée, qui va revenir dans un texte de loi au mois de mars, mais qui ne fait pas partie de cette loi. Donc là, nous sommes dans une loi qui ne fait que rajouter des droits aux citoyens français qui ne retirent rien à la situation. Vous pouvez vous flatter de votre mobilisation dans la rue, dimanche, c'est vrai, à Paris. Oui. Mais les partisans du mariage gay vont à son tour se mobiliser à la fin du mois. Donc ce sera manifestation contre manifestation. Ceux qui vont défiler pour seront également légitimes pour vous. Mais enfin, on ne fait pas les lois en fonction du nombre de gens qui passent devant les... Nous n'avons pour notre part jamais appelé à faire de contre-manifestation, contrairement à ce qui s'est passé encore le cours de notre manifestation, car nous respectons le droit de manifester, nous demandons à être protégés dans nos convictions. Mais c'est vrai que vous l'avez noté, il y a au fond dans ce projet une vente par appartement séparé du projet. Le premier projet qui va passer oui, mais c'est pas ce que vous au dites, Parlement, vous mélangez tout. Là. Non, mais justement, je vais bien faire la distinction si vous permettez. Il y a d'abord le mariage et l'adoption, c'est-à-dire le mariage et la filiation adoptive. Et donc l'intention du gouvernement est que des enfants puissent être adoptés désormais, ce qui n'est pas le cas, soit par deux hommes, soit par deux femmes, et qu'on décidera donc de discriminer de notre point de vue des enfants qui privés. Pourquoi ils ne sont pas heureux, ces enfants, pour vous ? Parce que nous sommes tous nés d'un homme et d'une femme. Et la filiation adoptive, aujourd'hui, reproduit pour l'enfant ce dont il n'a malheureusement pas pu bénéficier du Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'ils sont discriminés, ces enfants, s'ils n'ont pas de cadre juridique légal, alors qu'ils ont deux papas ou deux mamans ? Il n'y a pas d'enfants qui, aujourd'hui, ont deux papas et deux mamans. C'est une fiction juridique. L'enfant, à ce moment-là, a été privé délibérément de son père ou de sa mère. Ou alors, il y a eu un accident de vie. Mais il faut à la fois, pour nous, ne pas stigmatiser les situations existantes. Vous avez raison de noter, des enfants vivent des
situations comme ça. Respecter ses enfants, mais ne pas créer de toutes pièces ces situations. Le débat va se poursuivre, hein, il va arriver en tous les cas au Parlement. D'un mot, Anne Levade, le référendum, il est vraiment inconstitutionnel pour vous? Il est réclamé par l'UMP? La question est compliquée. Donc d'un mot, l'article 11 prévoit la possibilité d'organiser un référendum sur un projet de loi portant sur des réformes de politique économique ou sociale. Ça a été introduit dans la Constitution en 1995. La question peut se poser de savoir, on n'a pas visé les questions de société, ce qui là évidemment est en cause, mais la question peut se poser de savoir si l'adoption, dans la mesure où ça touche à la famille et le prochain texte qui serait annoncé serait en lien avec cela, ne relève pas de la politique sociale. Voilà, le débat est ouvert pour vous, contrairement à ce qu'a dit donc la garde des Sceaux, qui dit que ça n'est pas constitutionnel l'idée de référendum. Merci à tous. On n'a plus le temps, monsieur. Merci d'avoir participé à ce débat un peu rapide, je le concède. Merci, à très vite, bonsoir.